Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 252e épisode le 23 novembre 2021. Dans cet épisode, on va parler de l'actu des NFT sur vraiment tout et n'importe quoi, hein, des NFT sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et encore, je pense qu'on aura encore des records dans d'autres épisodes. De NFT Bay aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il est possible que quelqu'un ait rassemblé l'ensemble des médias qui sont désignés par des NFT? On va en reparler. De la régulation de crypto-monnaies qui prend une nouvelle dimension, notamment en Inde. De YouTube, ça a été annoncé la semaine dernière, mais ça fait polémique, qui masque les pouces vers le bas de ces vidéos. Apple qui vous facilite la possibilité de réparer vous-même vos iPhones, mais c'est probablement pas exactement ce que vous imaginez. Du nouveau également dans notre affaire de tribunal aux États-Unis qui soulève les problèmes d'authenticité. Hein. Vous vous rappelez d'une preuve lorsqu'on zoome une vidéo. Alors cette fois, il est question de compression d'une vidéo. En fait, c'est l'inverse. On va en reparler aussi. Et puis, on va parler également de l'exclusivité Qualcomm, Microsoft. On a plein de choses à aborder ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile, toujours enthousiaste. Et je retrouve avec un grand plaisir celui qui est à l'actu-tech ce que l'USB-C est à la recharge d'appareils mobiles en 2021. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, je suis complètement symétrique. Ah oui, effectivement, tu es universel, étant apprécié et redouté aussi de ceux qui ont des appareils non compatibles. Et on retrouve aussi depuis le Québec votre développeur favori, cofondateur du groupe Humanoid derrière les sites Frandroid et Numérama, que nous n'avons pas eu le plaisir d'entendre dans Tech Café depuis quelques mois, mais qui nous fait l'immense plaisir et l'honneur de répondre régulièrement présent à nos invitations, comme c'est le fois pour cet épisode. C'est Pierre-Olivier Dimman. Salut Pierre-Olivier. Salut, comment ça va ? Ça va très bien, toujours un grand plaisir de te retrouver. En plus, tu as un nouveau micro. Ça fait vraiment du bien. Et puis, t'as un nouveau micro, tu as une qualité sonore, je pense, irréprochable. Hein. Je suis content que tu l'aies remarqué. Merci beaucoup. On va aussi remercier Karim Mathieu qui a déposé un avis de 5 étoiles sur Apple Podcast. Il a dit que Tech Café était un rendez-vous indispensable. Il a découvert Tech Café par hasard et depuis quelques mois, c'est devenu un rendez-vous indispensable. Je le recommande à tous les passionnés de technologie. Bravo, bravo et bravo. On en prend un chacun. Bravo. Donc, merci beaucoup Karim Mathieu. Alors, vous aussi, faites savoir ce que vous pensez de Tech Café dans les apps de podcast. Et puis, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous connaissez désormais les bonnes pratiques. Si l'émission vous plaît durablement, vous divertit, vous informe, vous pouvez retirer la pub et accéder à Tech Café dans sa version privée. Alors rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous avez exactement les mêmes épisodes que le flux public, mais tout simplement sans la pub avec le chapitrage. Alors évidemment, ça nous aide à rémunérer notre travail, nous équiper et garantir la régularité et la pérennité du podcast. Toutes les infos sont sur patreon.com/techcafé. Mention spéciale pour Mathieu Moreau, hein, merci beaucoup à toi. On va lui dédier tout particulièrement cet épisode parce qu'il a décidé de nous rejoindre comme tous les autres soutiens. Merci beaucoup. Sans autre forme de procès, on va donc attaquer les news de cette semaine qui vont commencer tambour battant à parler de NFT. Vous le savez, hein, désormais, on va pas vous représenter ce que c'est. En quelques mots, on peut vous dire que ce sont des éléments qui permettent d'authentifier la propriété d'un bien numérique qui s'appuie sur la blockchain. Et depuis quelques mois maintenant, on parle de NFT, on en a parlé pas mal depuis cet été. On vous a largement décrit de quoi il s'agissait, mais j'ai l'impression qu'on va de semaine en semaine repousser les limites sur ce qui existe en matière de NFT, Guillaume. Ouais, est-ce que vous connaissez les Néopets ? Alors moi, je les ai découverts avec la préparation de l'émission que tu as faite. Je comprends que c'est des sortes de Pokémon, mais... moi, franchement, je crois que je suis trop vieux, hein, tout simplement, puisque apparemment les Néopets, ça fait fureur chez les enfants au début 2000, à peu près. Et moi, je n'étais plus un enfant, déjà. Tu connais Pierre-Olivier ? Pas du tout, ça me dit rien du tout. Pour moi, c'est juste un copycat de Pokémon, là, mais... Ouais, alors, c'est vrai qu'il fallait être enfant, je pense, dans les années 2000 ou un truc comme ça. Peut-être être une fille aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu genré, mais bon, enfin, en tous les cas... Voilà, moi j'étais plus enfant à cette époque-là, hein. J'étais équipé d'une crinière châtain soyeuse et qu'elle attente au soleil du sud aussi, mais mon innocence en était déjà allée. Et puis avec elle aussi ma faculté d'émerveillement devant des images d'animaux cartoon qui regroupent chacune systématiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et probablement quelques autres. Ouais, Néopète, c'est un peu l'enfant illégitime de Pokémon et Mon Petit Poney. Oui. Et cet enfant, il aurait eu une aventure avec un Tamagotchi, mais son fils serait né handicapé, donc incapable de combattre.
Et c'est cet enfant-là, je pense que... Mais quelque part, c'est mieux. Parce que moi, ça m'a toujours fait de la peine de savoir que les Pokémon ne vivaient que pour se combattre. Hein. C'est quand même triste. Non, mais et être enfermé état aussi. sauvage aussi. Est-ce que... Non, pas du tout. Oui, c'est vrai. À leur état sauvage, c'est plus tolérable. Mais bon, en résumé, voilà, c'est un jeu d'élevage d'animaux mignons et fantaisiste hein, sur un navigateur qui existe depuis 99. Et évidemment, comme tout truc qui existe depuis une vingtaine d'années, c'est devenu une sous-culture hein, pour toute une niche d'utilisateurs qui accroche au design très coloré, on va dire, de l'ensemble. Donc voilà, honnêtement, je sais pas du tout combien de personnes ça représente, mais il y en a suffisamment pour que ce petit univers ait son lot, voilà, d'époque, de révolution, de scandales, de controverses. Et en 2007, d'ailleurs, il changeait le standard d'image. En mai dernier, on parlait encore de 3000 faux néopètes vendus au marché noir. En 2018, d'ailleurs, déjà aussi, il y avait des néopètes qui flirtaient avec la blockchain, parce que, oui, c'était 2018, hein, en même temps. Donc il y avait CryptoQuest hein, qui s'était terminé en demi-scam, puisque ceux qui géraient l'ensemble, c'était Rarebits, ils sont morts et ils les ont laissé les possesseurs de crypto à collectionner bien désemparés. Hein. Donc c'est un épisode malheureux parmi d'autres. D'autres partenariats foireux entre néopètes et des partenaires qui sont plus ou moins bien choisis. Et donc, autre temps, mais même mœurs, hein, aujourd'hui encore, Néopets cherche à faire du fric facilement, en tentant de surfer sur des mots tendances et en bossant le moins possible. Donc il donne ses droits à une boîte qui va faire des NFT Néopets pour créer un métaverse, parce que 2021. Et donc ce métaverse est donc simplement encore un nouveau système de cartes à collectionner et à acheter en crypto. Alors étonnamment, ça n'a pas été très bien accueilli par la communauté Néopets. Il faut dire que pour un puriste des Néopets, même les images promotionnelles puent la machine à cash facile. Donc il y a Neopians qui s'est adressé aux Neoboards, c'est le langage Néopets, ça tu mets Néo devant tout. Donc, ok, Néo Guillaume, je t'écoute. Tout à fait, Néo Guillaume. Neopians s'oppose au projet, c'est que personne en fait a demandé ça dans la communauté Néopets, hein, puisque en fait, ce que demande la commu, c'est que le jeu évolue, hein, tout simplement, voire qu'il soit un peu fonctionnel, parce qu'il a été à moitié détruit par la mort de Flash en janvier dernier, et puis il est toujours pas totalement remis sur pied. Donc, question contenu, en plus, il est en déshérence totale, il n'y a pas de nouvelles zones depuis 3 ans, des morceaux inaccessibles, et là-dessus, on leur donne un mécanisme de collection supplémentaire qui est inutile, cher, et qui encourage la spéculation. Et donc ils sont pas contents. Et le projet semble donner totalement raison à Phil Spencer, qui dit ce que je vois aujourd'hui des NFT me semble plus être de l'exploitation que du divertissement, je cite. Bon, rappelons que NFT, en essence, c'est ni bien ni mal, évidemment, c'est un concept, hein, pour faire simple, c'est un contrat qui est écrit sur une blockchain. Et c'est un contrat qui peut contenir n'importe quoi, hein, l'acte de propriété d'une maison, d'un tableau, en soi c'est juste un outil. Le problème, c'est que beaucoup des NFT vendus par les marques ou les célébrités c'est que ces contrats ne contiennent rien du tout. Un NFT sur un mème ne donne pas le droit particulier sur ce mème. Un NFT sur une vidéo de Grimes donne rien de plus que ce que n'importe qui d'autre peut voir sur Internet. Et donc, il y a beaucoup de ces NFT faits à la va-vite un peu qui contiennent guère plus que l'adresse wallet de l'acheteur et un lien vers un JPEG. Et qu'est-ce que ça a comme valeur ? Perso, pour moi, ça n'en a strictement aucune. Bon, sans doute que pour d'autres, oui, mais bon, déjà, certains NFT vendus par Grimes, par exemple, ont perdu de leur valeur. Et pas qu'un peu, il y a 84% de moins à la revente pour Hearth. C'est aussi 55% pour un NFT d'un rappeur connu, pas de moi, mais bon, connu. Et bon, ça se vend plus aussi facilement. Le catcheur John Cena n'a vendu qu'une fraction de ses NFT à $1000. Donc il y a aussi des NFT qui montent, hein, mais les NFT d'exploitation apparemment sont sur une pente descendante un petit peu, et finalement je pense que c'est pas un mal. Et c'est un petit peu le reflet de la courbe de l'hype qu'on avait déjà décrit, hein, avec le pic du début. Peut-être qu'on est déjà en train de tomber, mais pour mieux rebondir derrière, alors là je me tourne forcément vers le développeur qui doit suivre ça de près. Est-ce que parmi les dernières tendances qui ont émergé dans le monde de la tech et sur lesquelles on n'a pas eu la chance, Pierre-Olivier, de te voir t'exprimer, est-ce que tu vois un avenir avec la technologie des NFT ? Est-ce que c'est quelque chose que tu explores aujourd'hui dans le cadre de ton boulot peut-être ? Absolument. D'ailleurs, je vends aujourd'hui même et en exclusivité un NFT de mon premier bug chez Transit. Donc ceux qui veulent une app qui plante et qui plante à cause de moi, c'est tout de suite en vente aux enchères. Non, plus sérieusement, je suis assez de l'avis de Guillaume que c'est un bon outil en soi, qui est entre guillemets neutre. Je mets entre guillemets parce que bon. Il va falloir qu'on adresse ces problèmes de consommation énergétique, mais ça c'est pas spécifique au NFT, c'est spécifique à plusieurs types de blockchain en général. Et après,
pour le reste, eh ben les gens spéculent et ils spéculent sur tout et sur n'importe quoi, et ça c'est pas nouveau. Quand le prix du baril est devenu négatif, je sais plus si c'était cet été ou un petit peu avant, en tout cas récemment, et il y a pas mal de gens qui se sont mis dans la merde parce qu'ils avaient spéculé sur ces barils de pétrole qu'ils ne possèdent pas réellement, mais que tout d'un coup ils devaient stocker à grands frais, ils perdaient de l'argent, et en tout cas c'est ça le truc en fait, c'est cette nature spéculative de la plupart des marchés qui pose un problème dans la plupart des marchés, et c'est vrai en bourse, c'est vrai en immobilier, c'est vrai dans le marché de l'art traditionnel, et c'est maintenant le tour de l'art numérique aussi de rejoindre les rangs de ces marchés spéculatifs où tout et n'importe quoi est possible. Oui, je crois qu'en plus sur le domaine des NFT, c'est encore plus favorisé parce que tu peux créer de l'offre entre guillemets, de l'offre finalement assez facilement. J'ai l'impression que ça rend accessible, là aussi avec des guillemets, la demande ou en tout cas la souscription et le fait de suivre cette offre, avec encore une fois une tendance qui est plutôt à la baisse que décrit Guillaume, mais j'ai l'impression que c'est aussi le reflet de quelque chose qui peut être facilement généré à la volée. Bon, écoutez, vous avez notre sentiment collectif sur les NFT. J'avais eu aussi des retours, des remarques, des questions sur un problème de l'autorité qui est réservée aux NFT. Alors derrière tous les problèmes qu'il peut y avoir, mais qu'est-ce qui fait que finalement telle ou telle plateforme s'appuyant sur telle ou telle blockchain de tel ou tel NFT a plutôt autorité qu'une autre. Finalement, ça pose vraiment des... Mais non, justement, il faut pas qu'il y en ait une qui ait plus autorité qu'une autre. Je veux dire, en fait, les plateformes, elles proposent des NFT qui sont mintés sur des blockchains de leur choix. Donc, justement, parce que bon, voilà, c'est ça l'enjeu. Alors évidemment, Pod parlait de la consommation énergétique, et c'est vrai que finalement, les néopets et les NFT sur les néopets ont le mérite justement de nous permettre de revenir sur l'impact écologique des NFT, qui n'est pas nécessairement catastrophique en fait. Parce que dans le dernier supplément week-end, je m'agaçais assez vertement de la totale absence de vision des maires de New York et de Miami qui veulent faire des cryptos pour leur ville, et ces cryptos reposent sur bitcoins, en tout cas sur la blockchain Bitcoin. Et je pense que c'est effarant en 2021 de faire ça, de faire encore des projets sur des blockchains proof of work, alors que des alternatives existent depuis des années. Je le dis assez régulièrement, même si c'est vrai que je le formule pas explicitement, forcément nommément, c'est-à-dire que je nomme pas telle ou telle crypto-monnaie, parce que déjà, je sais pas lesquelles émergeront vraiment, et je veux pas faire de conseils d'investissement, surtout pas, si je commence à parler régulièrement d'une blockchain comme Solana. S'il y a un conseil d'investissement qu'on peut donner, c'est celui de souscrire à Tech Café en tant que donateur. Ça c'est celui qu'on peut faire. Tout à fait. C'est un investissement, merci. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, mais il y a quand même des candidates sérieuses. Et donc, par exemple, les NFT Neopets, par exemple, sont sur la blockchain Solana. Donc un NFT est écrit dans une blockchain. Donc on parle souvent de la blockchain. C'est sous-entendu la technologie blockchain. En fait, des blockchains, il y en a des centaines, il y en a des milliers en fait. Il y en a des milliers. Et donc un NFT est écrit dans une blockchain, donc il a l'impact écologique de la blockchain en question. Pour le moment, Ethereum est beaucoup utilisé, et c'est une blockchain qui est très énergivore. Mais il y a des chaînes qui sont suffisamment sophistiquées pour des smart contracts généralistes. Il y en a plein, il y en a d'autres. Solana en est une. C'est une plateforme, c'est une blockchain qui est très récente, elle date de mars 2020, et elle promet 60 000 transactions par seconde. Elle a un consensus qui utilise à la fois le proof of stake et ce qu'ils appellent le proof of history, qui, faut que je creuse un peu plus en détail, ça a l'air un peu plus compliqué, mais en tout cas, ça crée une chaîne cryptographique temporelle en plus, qui donne une sécurisation supplémentaire à l'ensemble. Et elle intègre pas mal de technologies nouvelles en plus, pour réduire la sollicitation des nœuds, parce qu'il y a une propagation des blocs à la BitTorrent. C'est pas, tout n'est pas complètement envoyé forcément tout le temps, donc elle supporte aussi des applications décentralisées, comme Ethereum, mais en consommant, alors je sais pas parce que j'ai pas trouvé d'estimation précise, mais c'est au moins 100 fois moins d'énergie, et sans doute moins encore. Et dans la même gamme, on peut aussi citer Cardano. Cardano est plus ancienne, elle est plus mature aussi, mais elle est toujours en évolution quand même, parce que c'est un truc qui date de 2015 au tout début, qui reprend sur un consensus proof of stake propriétaire qui s'appelle Ouroboros, et qui est relativement, qui est assez compliqué aussi. C'est proof of stake, mais il y a toujours des variantes, si tu veux, qui appartiennent à chaque blockchain. Et j'ai vu des estimations pour Cardano, je sais pas trop ce qu'elles veulent, mais en tout cas, l'estimation que j'ai vue, c'est 6 gigawattheures par an. 6 gigawattheures par an, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même à comparer aux 100 000 gigawattheures environ de Bitcoin.
Et une belle économie d'énergie quand même. Ça fait une grosse différence. On a aussi Avalanche. Avalanche, c'est un protocole qui a un consensus qui est très original d'ailleurs, qui s'appelle Snow, et qui marche par preuve d'enjeu sur des échantillons aléatoires du réseau. Donc Avalanche, en fait, c'est même une famille de blockchains. C'est-à-dire que chaque application décentralisée peut en créer une pour elle. Et donc toutes ces chaînes ont une consommation d'énergie qui est assez raisonnable en fait. Elles encaissent des smart contracts sophistiqués, et elles encaissent aussi des milliers de transactions par seconde. Quand on en a une dizaine pour Bitcoin, par exemple. Et il y en a encore d'autres. Il y a Tezos, il y a Algorand, il y a IOTA, il y a Ethereum lui-même, qui réduira, dit-il lui-même, de 99,95% sa consommation énergétique en passant à Proof of Stake. Ce qui devrait se passer normalement en 2022, ça fait du moment qu'on l'attend. Bon, voilà, il faut... Donc, on peut reprocher des trucs à toutes ces blockchains aussi. Solana, on lui reproche souvent de ne pas être assez décentralisé, parce qu'il n'y a pas énormément de nœuds. Et en plus, il y a eu une grosse panne récemment. Donc, donc il y a quand même des alternatives. J'ai pas mentionné le Chia. Le Chia serait une alternative. Alors, le Chia, je suis pas totalement convaincu par son algorithme de Proof of Space-Time. Tu avais exprimé déjà des grosses réserves quand on avait décrit le fonctionnement. Oui, voilà, j'avais déjà expliqué assez en détail le fait qu'il faille faire du plotting qui est énergivore et qui stresse le matos me gêne un petit peu. Et en plus, bon, la promesse que tout chacun pourrait farmer sur son espace disque disponible tourne court. Les fermes massives, c'est les fermes massives qui règnent en maître. Cela dit, c'est vrai que farmer ne coûte presque rien. Une fois les plots faits, farmer ne coûte presque rien sur du Chia. Et désormais, il y a d'ailleurs des dizaines de forks de Chia qui existent. Donc on verra bien. Donc ces plateformes sont jeunes, elles changent vite. Donc Avalanche par exemple est passé d'un simili Ethereum à un protocole multi-chaîne en pas très longtemps, je sais pas, 1 an au moins. Solana c'est une des blockchains qui monte le plus vite apparemment, puisqu'elle est déjà à la 5e place en capitalisation, même si elle reste 16 fois plus petite que Bitcoin. Cardano est juste en dessous, Avalanche est à la 11e place, et il est à la 11e place entre Dogecoin et Shiba. Et ça fait de la peine. Parce que Dogecoin et Shiba, technologiquement, c'est des impasses. Ça ne sert à rien, technologiquement. Bon, voilà. Blockchain n'est pas forcément synonyme de catastrophe écologique, de catastrophe énergétique, en fait, et de déchets électroniques massifs. Mais pour ça, il faut aussi faire l'effort de choisir une chaîne et pas se ruer comme des moutons sur Bitcoin et ses dérivés. Comme El Salvador, par exemple, bien entendu, qui font se tête baissée sur Bitcoin. Il y a encore Nayib Bukele, là, qui a fait sa rockstar en annonçant la construction d'une ville entière dédiée à Bitcoin, au pied d'un volcan. Bitcoin On est City. dans la surenchère. Complètement. Ça serait financé par des obligations en plus, des obligations en Bitcoin à hauteur d'$1 milliard, avec un taux d'intérêt sur les obligations de 6,5%, si j'ai bien compris. Bon, ça serait une très bonne affaire pour Bukele si le Bitcoin continue de monter. Et vous le savez, j'espère de tout cœur que ça ne sera pas le cas, mais bon, Bitcoin c'est une crypto de première génération, comme on dit. Elle doit être remplacée parce qu'on a déjà beaucoup mieux. Et bon, c'est vrai qu'à l'autre bout du monde, on a Narendra Modi qui, lui, a peur que le Bitcoin ne détruise la jeunesse et qui appelle à une régulation mondiale. Est-ce que l'Inde deviendra encore plus sévère que la Chine? On ne sait pas. Mais peut-être qu'entre les deux, il y a un équilibre qui peut être trouvé, quoi. Pierre-Olivier, entre toutes ces propositions de blockchain, on voit à quel point dans le grand public, dans les propositions telles qu'au Salvador, à New York, à Miami, on parle Bitcoin, on associe encore très rapidement blockchain à Bitcoin. Est-ce que de ton côté, c'est quoi le problème? C'est que justement, si tu veux être audible sur ce sujet-là, t'es obligé d'utiliser le mot Bitcoin parce que c'est in. Est-ce que il y a trop de propositions alternatives pertinentes et donc il y en a pas une qui émerge, ou est-ce que au contraire, il n'y a pas encore de blockchain idéal parmi toutes celles que Guillaume a citées? Bon, je sais pas si tu les connais, moi évidemment je les connais pas techniquement en détail, mais quel est ton sentiment sur le choix des blockchains justement parmi tous les développeurs et les propositions emblématiques qu'on a sur le sujet? Moi en fait je fais partie, je risque de me répéter un petit peu, de répéter Guillaume plutôt, je fais partie des gens qui comprend pas vraiment pourquoi on est bloqué sur Bitcoin. Moi aussi là ça me dépasse, c'est pas moderne. On a des problèmes de mise à l'échelle. Il y a beaucoup d'indices dans le code qui montrent que ça n'a pas été pensé pour une utilisation à si grande échelle que ce qu'on fait aujourd'hui. Les exemples de Guillaume sont particulièrement parlants. Si on veut vraiment, comment dire, avoir tous les bénéfices que peuvent représenter ces contrats qui sont décentralisés, qui permettent d'être traçables, ouverts, transparents, il faut qu'on adresse ce problème de consommation. Et donc si il y a des entreprises ou des institutions ou des crypto-bros comme
bonhomme dont on parlait tantôt là. C'est quoi son nom déjà? Bukele, Nayib Bukele. Ouais. Ouais. Si ces gens-là misent sur Bitcoin plutôt que de miser sur des technos qui sont plus récentes, plus modernes, qui prennent en compte beaucoup plus de problématiques, ben on a des enjeux. La technologie, c'est pas neutre toujours. Il y a plein de cas où on va rentrer dans des histoires où on s'aperçoit qu'effectivement, bon voilà, la techno est pas neutre. Mais en général, les familles de technologies, c'est neutre. L'idée d'utiliser de la blockchain, c'est pas censé être pourri en soi. Mais c'est sûr que voilà, si on fait des choix stupides pour des usages stupides, bah, dans ce cas-là, ça devient pourri. Je sors de l'aspect technique. Je pense qu'il y a un vrai problème avec la blockchain, enfin avec les technologies blockchain, avec les cryptos, c'est que justement, effectivement, comme tu dis, Pierre-Olivier, c'est plus neutre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la technologie. On n'est plus dans la meilleure technologie gagne. On a des enjeux qui sont. Alors, d'une part, il y a probablement aussi un manque d'informations parce qu'il y a des forces. Effectivement, qui connaît Cardano? Beaucoup moins de gens que les gens qui connaissent Bitcoin. Tous les auditeurs de Tech Café. Tu vois, il y a Bitcoin, c'est connu par pratiquement tout le monde. Cardano, c'est connu par une minorité de gens, je suppose. Donc, il y a déjà ce problème-là. Et surtout, il y a des... par tout le monde, c'est parce qu'il y a du cash. Oui, c'est ça, exactement. Et ça fait partie des problèmes. C'est-à-dire que c'est pas une technologie pour faire, qui est supposée représenter une monnaie. On peut l'utiliser comme une monnaie d'échange, mais on peut aussi échanger des bananes ou des cacas. Et on peut spéculer sur les cacas et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on l'a déjà fait. Le guano, qui est un engrais à base de phosphore, très utilisé, qui a été très utilisé en agriculture, a connu sa petite bulle, spéculative, et c'est du caca d'oiseau. Donc on va spéculer sur tout et n'importe quoi. Et c'est un problème. Bitcoin, c'est pas en tout cas, la techno Bitcoin, c'est pas supposé être juste une pile de cash. Et tu vois, le fait que ça soit populaire et le fait que on n'arrive pas à retirer nos yeux de celle-là pour regarder les autres, c'est parce que c'est celle-là qui vaut le plus cher aujourd'hui. C'est ça. Il y a un effet boule de neige, en fait. C'est-à-dire que comme le Bitcoin a accumulé énormément de pognon autour de lui, que c'est devenu une source de profit pour tellement de gens, en fait, il y a beaucoup trop de gens qui ont intérêt à ce que le Bitcoin reste une monnaie importante, qu'elle continue de monter pour continuer de prendre du pognon, etc. C'est ça qui brise en fait l'aspect purement technologique. Parce que l'aspect purement technologique, le Bitcoin, il est déjà démodé depuis longtemps. S'il n'y avait pas autant de cash et le fait que cet auto-entraînement, si tu veux, Bitcoin serait déjà mort, quoi. Technologiquement parlant, il devrait être déjà mort. C'est juste parce que la neutralité est brisée par le fait qu'il y a une masse monstrueuse de cash autour de ça, quoi. C'est parfait, vous avez répondu à la question que je m'apprête à poser puisque je voulais essayer d'identifier pourquoi est-ce que il y avait ces choix qui restaient axés sur le Bitcoin. Est-ce que c'était en gros par ignorance ou en connaissance de cause et en gros c'est OSEF et bon j'ai la réponse c'est en connaissance de cause et OSEF mais parce qu'il y a du fric derrière et qu'il y a beaucoup de cash. Alors toujours et pour conclure sur les NFT, on a vu apparaître NFT Bay qui reprend visuellement d'ailleurs l'emblématique logo de Pirate Bay, donc la plateforme où vous pouvez d'ailleurs trouver des contenus piratés. La promesse, c'était que quelqu'un s'était amusé à récupérer tous les médias vers lesquels pointaient des NFT. Alors j'avoue, naïvement, je fais partie de ceux qui y ont cru très très vite, mais c'est pas si simple, Guillaume. C'est pas si simple. Déjà, est-ce qu'on peut voler des trucs gratuits ? Ah, alors, est-ce qu'ils sont gratuits déjà ? A priori, peut-être pas, mais si des gens ont payé pour ces trucs gratuits, est-ce que c'est un petit peu plus du vol ? Elle est compliquée ta question. C'est compliqué, hein. Donc, c'est un peu la question, je pense, que pose cet Australien qui a uploadé un torrent de presque 18 teraoctets, censé contenir tous les NFT, enfin en tout cas, toutes les images JPEG et GIF rattachées aux NFT qui sont écrits sur les blockchains Ethereum et Solana. À date, bien sûr. Et bon, il a mis tout ça à disposition sur un site web, donc oui, qui s'inspire ouvertement de la page de The Pirate Bay, qui s'appelle The NFT Bay. Sauf qu'en fait, rien n'a été volé, évidemment, puisque les images reliées au NFT, c'est juste des images stockées sur des serveurs, qui sont vulgairement en Web 2.
Et d'ailleurs, un des objectifs de la démarche du gars, c'est justement de faire prendre conscience, si besoin est, que les NFT ne contiennent rien. En tout cas, ils ne contiennent pas les œuvres. Ils contiennent que des liens, rien que du vent. Et donc, les gens achètent des NFT, ils n'achètent pas l'œuvre, mais le contrat sur la blockchain. Donc, à savoir ce que ça vaut, voilà, c'est à vous de voir. Geoffrey Huntley, donc, donc, je suppose, veut attirer l'attention aussi sur ce que ça coûte de minter ce vent, quand même, sur Ethereum, par contre. Alors, moi, j'aime bien la démarche parce que ça va quand même à l'encontre de cette philosophie un peu nauséabonde de créer artificiellement de la rareté sur justement une technologie qui a été créée pour démocratiser l'information. Au moins, NFTB veut montrer que non, on peut pas posséder un JPEG. Ça, parce que le JPEG, ça a été créé précisément pour être copié. Cela dit, si on en croit les gars de Club NFT qui ont téléchargé les torrents, la promesse est un peu foireuse. Alors moi j'avoue, j'ai pas vérifié le contenu du torrent parce que j'ai pas 18 teraoctets disponibles chez moi et que de toute façon ça m'aura pris des jours et des jours à télécharger. Mais les gars du NFT Club, ils sont comme sans doute plutôt des promoteurs des NFT, eux ils l'ont fait sur un stockage AWS. Et d'après eux, il y aurait que des zéros après les 10 premiers gigaoctets de l'archive. Bon, je pourrais pas confirmer, mais bon, apparemment c'est pas aussi... Et d'ailleurs, je pense qu'ils auraient été contents qu'il y ait tous les NFT, parce que ça leur aurait fait un truc... Ils auraient pu les sauvegarder aussi autrement. Mais voilà, en tout cas, il semblerait que ce soit pas complètement ce qu'on imagine. Moi je me suis fait avoir quand j'ai vu le sujet, j'y croyais, et puis bon, effectivement, eux qui connaissent bien mieux le sujet ont été assez vite sceptiques et ont bien identifié le fait qu'il y avait un loup, mais comprenons que c'est une démarche de communication et de sensibilisation qui se cache derrière, évidemment. Pierre-Olivier, je sais pas si tu es admiratif de la démarche ou si t'as un dernier point que tu veux souligner. Il y a un dernier point en fait, parce que ça me revient maintenant, et toutes ces histoires de NFT qui ne contiennent pas l'œuvre en tant que telle, ni quelconque droit associé, ça me fait penser aux entreprises chinoises, puis par chinoise j'entends la sino-chinoise, la Chine continentale, qui sont cotées en bourse de New York et autres, qui sont pas les entreprises chinoises, puis les gens ils achètent quand même les actions parce qu'ils veulent spéculer dessus. Donc les trucs genre AliExpress, Alibaba, en gros, la façon dont ça marche, c'est qu'une entreprise chinoise, elle peut pas être, les actions ne peuvent pas être possédées par des citoyens qui ne sont pas chinois. Donc on peut pas acheter des actions, c'est pas possible. Il y a pas de système de bourse. On est toujours dans un système libéralo-communiste, dans le sens qu'il y a des actions, mais elles sont pas libres. Ces entreprises-là créent une structure, en général dans un paradis fiscal, et on achète, nous, entre guillemets nous, les actions de cette entreprise-là. Sauf que c'est pas non plus possible légalement pour une entreprise chinoise d'avoir des filiales qui possèdent quoi que ce soit en Chine. Donc ces filiales-là sont littéralement des coquilles vides. Elles ne font que porter le même nom que l'entreprise chinoise. Et les gens, ça les gêne pas. Ils achètent des actions, puis ils sont là, ah ouais, Alibaba, ça a monté de X%. Ça a rien monté du tout. C'est accroché à zéro valeur. Si l'entreprise, elle pourrait disparaître demain sans qu'Alibaba disparaisse, et vice versa. Il y a littéralement aucun lien. C'est comme si moi, je disais, tu sais, achète ma maison, et puis je t'envoie juste une photo. Mais pas un contrat, pas un acte de vente, rien, juste je t'envoie une photo, c'est chez moi, faut que tu me crois. Mais si, donc voilà, on est vraiment sur ce avec les NFT, on est là-dessus. Et les gens sont conscients qu'ils achètent des trucs des coquilles vides comme ça. Alors je pense que monsieur et madame Michu qui boursicotent sur je pense la plateforme en France c'est Boursorama je crois, ils savent pas, mais par contre tout ce qui est hedge fund et compagnie machin, ils savent, ils s'en foutent, c'est tout, parce que de toute façon ça monte, ça descend, donc on peut parier dessus. C'est assez formidable. Moi, je ne le savais pas. J'aurais naïvement été suivre là encore des conseils qui m'auraient dit si, va prendre des actions sur telle entreprise chinoise. Bon, non, je l'aurais peut-être pas fait si simplement que ça, mais j'aurais pas pensé à un tel montage derrière. C'est super intéressant. Merci Pierre-Olivier de l'éclairage. Si vous détenez ce type d'action, signalez-vous évidemment dans les commentaires. On sera ravis d'avoir votre témoignage.
On va passer à toute une série d'autres news, évidemment toujours dans l'actu tech. On va revenir sur ce choix de YouTube qui, alors pour préserver quand même la santé des créateurs et le bien-être sur sa plateforme, a décidé la semaine dernière de retirer purement et simplement les pouces rouges, les pouces négatifs, ceux qui vous permettent de désigner du contenu comme négatif. Guillaume, ça a retenu ton attention. Ouais, bah écoute, on l'avait mentionné assez rapidement, YouTube a viré les mentions j'aime pas, et bah ça fait beaucoup réagir et pas en bien. Bon, regardons les choses en face, hein, avouons-le, hein, même si nous ne sommes qu'amour et bienveillance et sérénité ici. Hein. Ah bon ? Le monde et YouTube n'est pas à l'image du sanctuaire qu'est Tech Café. Le mal existe en ces lieux. Et si vous ne croyez pas, revisionnez donc les vidéos de ce cher Antoine Daniel, hein, qui est passé sur Twitch d'ailleurs, un autre Eden de pays élyséen. Et donc, ne plus pouvoir prévenir, critiquer, alerter contre les contenus louches, dangereux, débiles, douteux ou juste moches, bah ça passe mal. Et Jawed Karim, qui est cofondateur de YouTube, va jusqu'à dire que ça mènera YouTube à son déclin. Certains sont même en train de développer des substituts sous la forme d'extensions pour navigateur, donc d'abord via l'API Google, puis directement via l'extension, quoi, hein, et les risques de biais que ça suppose. Et donc, bref, les mentions j'aime pas. Vous aimez ou vous aimez pas ? Alors moi, je dois reconnaître que quand j'avais suivi ce sujet, à part sur certaines vidéos sur lesquelles évidemment il y a des pouces rouges massifs et vraiment conséquents, c'est pas un truc que je regarde. Je suis pas hyper sensible. Peut-être aussi que je ne consulte naturellement que des contenus qui ne sont pas sujets aux pouces rouges, va savoir. Mais Pierre-Olivier, toi, est-ce que ça fait partie de tes habitudes de navigation sur un YouTube que de suivre les pouces rouges ? C'est assez rare que je regarde, je dois dire, parce que j'ai plus une habitude de divertissement sur YouTube. Ouais. Puis j'aime pas. Je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. S'il y a un créateur que j'aime, puis il a plein de pouces rouges, je vais regarder pareil. Ça va rien changer à ma vie. Mais et dans mon travail, je me documente pas sur YouTube. Il y a plein de tutos, c'est vraiment pas ça qui manque. Juste, j'aime pas ça, c'est pas cherchable, je suis pas patient. J'écoute les vidéos à 1.75 quand les mecs ils commencent à lire des lignes de code, c'est pas possible. Et pourtant, quand ils lisent pas des lignes de code, ben là, j'ai vraiment besoin qu'ils soient à 1.75 parce qu'en général, les gens ils parlent lentement et puis ils se répètent tout le temps, un peu comme moi. Mais bref, il y a quand même des des situations pour lesquelles je vais effectivement regarder un tuto ou machin. Souvent, ça va être des trucs de montage vidéo parce que je suis vraiment une bille là-dessus et que ça s'explique assez bien en vidéo de faire du montage vidéo. C'est sûr, c'est hyper visuel, ça c'est très logique. Voilà, et donc c'est vrai que dans ce cas-là, je regarde. Souvent quand il y a des pouces rouges, c'est parce que la personne elle présente une façon de faire qui c'est genre la plus longue possible du monde et qu'il y a beaucoup mieux ou des choses comme ça. Mais c'est quand même assez rare. Et puis en plus, depuis quelques années, quand il y a beaucoup de pouces rouges, je sais pas si c'est parce que la personne est imbuvable, mais le contenu est cool, ou juste elle s'est mis à dos la communauté de quelqu'un d'autre, ou si c'est parce que le contenu est pourri. Et donc en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui, suite au retrait du compteur de pouces rouges, disent ah ouais mais nous on s'en servait pour savoir si c'est du contenu de qualité ou quoi. La réalité là, c'est que en fait ça a été un petit peu c'était devenu une arme là de lutte entre communautés et que c'est ça qui pourrit pour de vrai la lecture de est-ce qu'on a affaire à un contenu qui est correct ou pas. Donc moi ça m'embête et ça me fait penser. Je monopolisais le micro 2 minutes de plus. Oh bah profites-en. À toutes ces histoires de rewind, que ces dernières années, le rewind se prenait des avalanches de pouces rouges. Pourquoi ? Parce que, en fait, la façon dont le rewind fonctionne, pour ceux qui traînent pas beaucoup sur YouTube, tous les ans, jusqu'à récemment, il y avait une vidéo pour commémorer une année de YouTube, et donc YouTube invitait les YouTubeurs les plus regardés. Alors les premières années aux États-Unis, mais rapidement ils ont compris que il fallait que ce soit les YouTubeurs les plus regardés partout dans le monde. Et là, ça a déjà commencé à susciter des réactions parce que les Américains ils voyaient des têtes qu'ils avaient jamais vues de leur vie puisqu'ils regardent du contenu qu'en anglais. Et puis ensuite il y a plein de niches qui ont émergé sur YouTube qui sont des niches
pas traditionnels sur Internet ou qui sont peu visibles si on n'est pas en train de regarder les chiffres purs. Et donc, ces youtubeurs sont apparus dans le rewind. Personne, entre guillemets, personne les reconnaissait. Quand je dis personne, c'est les gens qui font beaucoup de bruit sur Internet, les gens de 4chan, de 9gag, etc. Et donc, ils ont commencé à dislike les vidéos du rewind. Et moi, ça me rappelle l'époque où Criteo, c'était un classement de blogs. En tout cas, ils en avaient un, et que les blogs les plus influents en France, pendant plein d'années, c'était que des blogs de tech. Pourquoi ? Parce que la méthode pour compter les blogs les plus influents, c'était de compter les trackbacks. À l'époque, la grande époque des blogs, là, il y avait ce concept de c'est vrai, t'as raison, les liens en retour arrière. Exactement, en fait, pour réagir à des articles, faire des réponses, machin, etc. Mais c'était un truc un peu... c'était pas si évident sur certains blogs, c'était peu visible, ça existait pas forcément sur les grosses plateformes type Blogspot où c'était un peu caché, et donc il y avait toute une partie de l'influence d'un blog qui était ignorée, et Criteo avait changé son algo pour compter le nombre de commentaires qui faisaient référence à un article. C'est-à-dire dans toute la blogosphère, par exemple, si moi je commente sur ton blog Guillaume Vendée en disant ouais, Guillaume Poggiaspala, il a écrit un article, voici le lien, qui ça parle exactement de ce que tu évoques, et ben ça va compter comme le blog de Guillaume Poggiaspala est influent, plus 1. Donc plutôt que d'aller chercher les trackbacks. Et tout d'un coup, c'était plus des blogs de tech ou des blogs de jeux vidéo qui étaient les plus influents, c'était des blogs de cuisine. Et là, il y avait toute une partie des blogueurs tech, évidemment, francophones, qui étaient submergés par la haine. En fait, il y avait juste pas d'autres mots. On dit c'est pas vrai, c'est pas possible, nanana. Alors que c'était la réalité des chiffres. Et il s'est passé exactement la même chose avec le rewind. Il y a toute une communauté qui s'est pas reconnue, qui sont mis à dislike ces trucs-là. Et puis ça a un peu parti la poudrière là, que globalement là, on s'est mis à dislike les vidéos d'une autre communauté parce qu'on n'aime pas le gars, parce que ci, parce que ça. Et donc moi je comprends la décision de YouTube de virer le compteur parce que c'est juste devenu ingérable en fait. C'est un outil très imparfait sur lequel de toute façon les arbitrages ne changeront probablement pas. Moi, j'ai le sentiment que ça changera pas fondamentalement la donne parce que justement c'était un outil assez imparfait. Je crois savoir, si je dis pas de bêtises, que le créateur sur YouTube continue à voir lui ses pouces négatifs, oui. ce qui est assez horripilant quoi, parce que ça les cache auprès du public, mais toi on continue à voir que tu te fais sabrer ta vidéo en matière de pouces rouges. Surtout que le pire c'est que la raison pour laquelle YouTube l'a retiré officiellement, c'était pour la santé mentale des créateurs. Alors c'est ça. Bon, c'est un peu mais on comprend quand même l'idée, c'est que si tu vois le compteur, il y a un effet d'entraînement, tu vois. Exactement, ça c'est vrai que ça attire les foudres et puis ça montre au grand public que le pouce rouge a une action immédiate sur la visibilité de la vidéo. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire en matière de mise en avant du contenu. De toute façon, mettre à disposition du contenu qui est géré par les utilisateurs pose de toute façon de facto problème dans son ADN. On imagine que YouTube doit travailler au mieux possible, j'imagine, pour concilier leurs intérêts et puis faire en sorte que la plateforme soit pas trop cradac. Ça fait partie d'une des étapes en tout cas auxquelles on assiste, et puis ce sera sans doute pas la dernière évidemment. À quel point tu pourrais juste utiliser les pouces positifs en fait, c'est-à-dire qu'au moins il y a de pouces positifs. Est-ce que ça suffit pas? S'il y a pas beaucoup de pouces positifs, est-ce que ça suffit pas pour évaluer la qualité d'une vidéo quoi, tu vois, je sais pas. Ouais. Et après, j'ai le sentiment que ne miser que sur les pouces positifs aurait tendance à faire un effet d'entraînement sur la visibilité des grands youtubeurs et continuer à faire perdre de la visibilité aux petits créateurs de contenu. Ouais, ce qui est déjà une des critiques principales de YouTube, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux aller sur YouTube, le fait d'émerger face aux mastodontes de vidéos est très très compliqué parce que l'algo et la plateforme favorisent ceux qui ont beaucoup d'audience. J'imagine que ça accentuerait encore ça, mais oui, la question est intéressante. En tout cas, ça c'est clair. Bon, ça, on va mettre YouTube de côté et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Apple parce que, attention,
attention, tremblement de terre dans l'actu-tech de ces derniers jours. Figurez-vous qu'Apple, qui sont si critiqués pour ne pas nous faciliter la vie pour réparer leurs appareils, en particulier leurs iPhones, vont faire un très grand pas en avant. Ils vont nous permettre de réparer nos propres appareils. Guillaume, je suis tout simplement hypé. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Ouais, Apple change de cap sur la réparation. Alors déjà, la semaine dernière, il revenait sur le verrouillage du remplacement de l'écran. Et cette semaine, il organise carrément la possibilité de vous permettre à vous-même, monsieur particulier, lambda tout le monde, de réparer vos appareils Apple. Apple va publier des manuels de réparation pour certains appareils et vous serez bientôt en mesure de commander des pièces chez lui pour réparer votre matos. Alors il va mettre, donc il a prévu 200 pièces ou outils pour la réparation des iPhone 12 et 13, bientôt des Mac M1, et c'est une bonne nouvelle évidemment, même si Apple garde le contrôle de quoi peut être réparé, pour combien de temps, bon mais c'est quand même un progrès. Apple ne fait pas ça par grandeur d'âme évidemment, puisque le droit à réparer est à la mode chez les politiques. Apple prend des mesures sous cette pression pour alléger les contraintes futures, je pense, tout simplement. Et espérons que ça le pousse aussi, tout comme tous les acteurs de la tech, pas seulement Apple évidemment, à concevoir des machines qui soient facilement réparables. Ça, c'est super important de les concevoir à la base comme étant réparables. J'espère que ça va aller dans ce sens. Ouais, j'aime bien aussi ta vision de souligner que c'est positif au final, même si évidemment c'est probablement une goutte d'eau par rapport au problème qui a été créé, mais ça va dans le bon sens et j'imagine que c'est pas là non plus le dernier acte. J'ai presque pas envie de te tendre le micro, Pierre-Olivier, quand on parle d'Apple, parce que j'ai tellement peur de tes réactions. Mais tu peux te féliciter toi aussi, j'imagine, Pierre-Olivier. Ah, j'ai peur de cette décision. Est-ce que c'est pas juste le clou final sur les réparateurs indépendants? Oui, ou je suis parano? Je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression que les réparateurs indépendants peuvent profiter aussi de cette mesure dans une certaine manière. Tout le monde ne se sent pas non plus de réparer soi-même son iPhone, honnêtement, je pense. Ouais. Je vais pas commenter plus. Je vais me réserver pour la prochaine. Le procès. Au passage. Alors on va parler de procès et ça va nous permettre de mentionner le sujet avec une transition parce que j'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai évidemment pas creusé parce que c'est trop récent dans ma veille, qu'Apple porte plainte contre NSO, vous savez, les éditeurs du fameux logiciel espion Pegasus. Ce qui est hyper intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a presque un aveu de faiblesse quelque part sur le fait que techniquement ils n'arrivent pas à répondre aux promesses qu'ils ont tenues, enfin qu'ils voulaient tenir, de sécurité absolue et garantie sur les appareils, mais que le terrain voudrait se jouer maintenant sur le territoire des conflits juridiques. Bon, c'est une pierre supplémentaire à cet édifice et on en reparlera à l'avenir, mais en parlant de tribunal, en parlant de justice, on a tous apprécié ce moment de grâce de l'épisode de la semaine dernière, Guillaume, où on parlait de cette scène dans un tribunal où il y avait un débat sur est-ce que les... spoiler, non, c'est pas le cas. Est-ce que les iPads inventent des choses quand on zoome dans une vidéo? Il y a une petite suite. Je ne pensais pas que ce serait pas le dernier élément en matière juridique sur ce sujet, Guillaume. Ouais, c'est la suite, la semaine dernière. Donc c'est encore un problème technologique vaguement en relation avec Apple. Au procès donc de Rittenhouse, rappelons qu'il est accusé d'avoir tiré sur 3 personnes pendant les manifestations de Kenosha en 2020. Il en a tué 2 d'ailleurs. Donc il y a une pièce à conviction majeure qui est une vidéo de drone qui manifestement concentre toutes les maladresses en termes d'usage de la technologie, puisque après avoir jugé que zoomer c'était mal, parce qu'on n'est pas sûr que ça n'invente pas des pixels, voilà que la défense insiste pour annuler le procès pour vice de procédure à cause de la compression de cette vidéo. Déjà la vidéo était reçue par la défense après le début du procès, et elle était compressée de 11,2 à 3,6 mégaoctets lors du transfert. Et cette fois, donc évidemment, des détails auraient pu être perdus. La raison est toute bête, c'est que alors que l'accusation a reçu les données via AirDrop, la défense l'a reçu par mail. Et l'avocate utilise un smartphone Android, or l'appli mail iPhone compresse automatiquement les vidéos, la défense a donc reçu une version de moins bonne qualité. Je suis assez consterné, je l'avoue, par tout cet amateurisme, parce que comment on transfère des pièces à conviction comme ça, par AirDrop, par mail, au calme. C'est quand même un procès pour homicide, les conséquences pour l'accusé aussi, c'est une question de vie ou de mort, donc voilà. Bientôt, il faudra des huissiers technologiques dans les tribunaux pour s'assurer que les données transitent correctement, je te jure. D'ailleurs, au passage, concernant l'histoire de la semaine dernière, sur les zooms qui vont devenir de plus en plus sophistiqués, ce qu'on terminait en disant que les zooms allaient devenir de plus en plus sophistiqués, et que
peut-être qu'il faudrait vraiment se poser la question que se posait le juge. C'est-à-dire, est-ce que ça invente pas des détails qui étaient pas là? Eh ben, j'ai un exemple, en fait, pour ceux qui pensent que j'exagère quand je dis ça. Est-ce que j'exagère en disant que peut-être dans le futur, les zooms, ils pensent peut-être qu'un zoom, ça restera un zoom, et puis voilà. Ben, allez voir l'article qui s'appelle Image Super Resolution via Iterative Refinement de la Brain Team de Google Research. Donc, c'est un système neuronal génératif, donc il parle d'une image en basse résolution, mais là, genre vraiment basse, c'est-à-dire 64 par 64. En gros, ton avatar Xbox doit être plus gros que ça. Et en plusieurs passes, il va créer une image de plus en plus nette, qui est jusqu'à 16 fois plus grosse. Et ben cette image est pratiquement indiscernable d'une image réelle, alors qu'elle est sévèrement reconstruite, puisqu'elle comprend 256 fois plus de pixels que l'original, donc elle est synthétique à 99,6%. La preuve, parce que oui, je dis pas ça en l'air, le passage de 16 par 16 à 128 par 128, les gens se plantent 47,4% du temps, c'est-à-dire presque une fois sur deux, et une fois sur deux c'est le seuil du hasard total. C'est un petit peu moins au passage de 64 par 64 à 256 par 256, on passe à 39%, mais c'est déjà très très fort. Le réseau, il faut penser à ce réseau comme un petit peu celui qui est derrière This Person Does Not Exist. C'est-à-dire, il génère des images avec des morceaux d'autres images qu'il connaît, il les adapte, il les fusionne, etc. Sauf que là, c'est pas juste pour des portraits, c'est pour des images générales, et c'est guidé par une image de départ, qui est en faible résolution, qui sert de guide, en fait, pour la reconstruction. Donc c'est encore un travail de recherche, et c'est déjà hyper impressionnant, et à ce niveau-là, les possibilités sont juste dingues. Imagine un jeu vidéo, le jeu vidéo, il peut juste esquisser la scène en quelques milliers de pixels, et le réseau, il reconstruit le tout en HD. Alors évidemment, il faudra penser à la stabilité temporelle, etc. Mais c'est incroyable, et c'est super prometteur. Et est-ce que, justement, ça justifie pas le fait que, même si c'était probablement pas leur intention et leur connaissance, mais est-ce que ça justifie pas le fait que, dans le domaine juridique, Guillaume, on commence à se poser la question de l'authenticité des images, du coup? Complètement, sauf que, évidemment, complètement malgré eux, les mecs du tribunal étaient totalement en avance sur leur temps. Ce qui rend le sujet d'autant plus savoureux. Est-ce que t'avais suivi cette histoire, Pierre-Olivier? J'ose pas imaginer que tu l'avais pas vu passer. Je trouve ça particulièrement captivant, moi, cette anecdote. Bah, tu vois, tu qualifies d'anecdote, mais malheureusement... oui, pardon. Le terme est pas bien choisi. C'est la nouvelle réalité. Il y a plusieurs types d'enjeux, là. C'est que, d'une part, certains OS mobiles, je vais pas pointer du doigt, c'est vraiment pas mon genre, nivellent complètement par le bas l'utilisation d'un système d'exploitation. Et certains autres OS mobiles se sentent obligés d'emboîter le pas parce qu'ils pensent que c'est un argument marketing différenciant. Et que bon, bref, en tout cas, c'est triste, mais le fait est que moi j'ai l'impression, je vois dans mon quotidien qu'il y a de plus en plus de ce que j'appelle des analphabètes numériques, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un fichier, qui ne savent pas sauvegarder quelque chose, des gens qui font des trucs sur un logiciel puis ils quittent le logiciel puis après quand ils le rouvrent ils sont comme c'est où ce que j'ai fait, mec t'as rien sauvegardé en fait, plein de choses comme ça, et pour moi c'est assez dramatique. Donc ça c'est le point purement usage là, de se airdropper des trucs, de se les envoyer par mail perso d'un téléphone à un autre, c'est n'importe quoi, c'est nul et c'est absolument... Moi, je trouve ça lamentable. Et en plus de ça, ça a l'air qu'aux États-Unis, il y a rien qui encadre ça. Ça a l'air d'être un petit peu différent chez nous, et ça a l'air d'être un petit peu chez nous, c'est au Québec, et ça a l'air d'être un petit peu différent en France, où par exemple, si tu dois mettre une vidéo YouTube en preuve, il faut qu'un huissier l'ait regardée intégralement, qui certifie que ce qu'il a vu, c'est bien le support dont tu te sers comme preuve pour porter plainte, etc., etc. Autre petite parenthèse avant de te laisser continuer, tu parles des analphabètes numériques que tu constates au quotidien. À qui la faute? Pourquoi? Enfin, tu vois, j'aime bien parfois te titiller et me poser la question, mais pourquoi est-ce que finalement il y a un tel constat? Est-ce que c'est les choses qui sont allées trop vite? Est-ce que le système éducatif a pas suivi? Est-ce que tu penses qu'il y a des acteurs qui sont responsables sur cette Je pense que la culture numérique, clairement, la démocratisation du smartphone en tant que téléphone et enfin en tant qu'engin de poche et pas comme compagnon informatique, c'est pour moi je trouve que c'est grave, le fait
mâcher le travail tout le temps, que les app systèmes font 25 milliards de trucs, plutôt que de faire un truc et de le faire bien, et puis après, t'installes une autre app qui a des droits de faire des trucs en background pour éventuellement te simplifier un process, ou ce genre de choses. Pour moi, ça pose un problème parce que tout se passe derrière et t'es jamais, les anglophones diraient intentionnel dans ce que tu fais. Tu vois, partager une vidéo par mail, et elle est automatiquement compressée. C'est grave. Sincèrement, je comprends l'usage et je comprends même que ça puisse être l'usage majoritaire. Mais le fait que ça soit automatique, totalement transparent, c'est vraiment très problématique à mes yeux, et c'est vraiment juste un exemple. Et pour ça, je trouve que Apple a pavé la voie de cette situation, en prenant ses utilisateurs pour des idiots. Et je m'excuse, ça veut pas dire que si vous utilisez un iPhone, vous êtes des idiots. Non, parce qu'après on va encore se prendre une étoile sur 5 vindicatifs sur le sujet. C'est pas ça que ça veut dire. Ouais, mais je plus sois. Mais ce que ça veut dire, c'est que le design produit, par contre, est fait pour les moins outillés de la population cible, et pas pour les plus outillés. Et pour les plus outillés, ça serait un problème aussi. Mais il y a une moyenne. Il y a un juste milieu où on prend certains et on les tire vers le haut, et on prend les autres et on leur dit, regarde, ok, ça c'est vraiment extrêmement niche, et si tu veux faire ça, peut-être tu utilises un ordinateur. Voilà, c'est ce juste milieu que je trouve qu'on devrait avoir. Pour l'école, je crois pas que c'est son rôle, parce que ça change tout le temps, et parce que de toute façon, aujourd'hui, en tout cas, encore aujourd'hui, c'est tenu par des gens qui sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Moi, je me souviens parce que j'habite au Québec, mais j'ai fait ma scolarité en France, j'y suis né, et les cours de technologie au collège, là, mais ça sert à rien. Mon prof, lui, franchement, il maîtrisait à fond son MO5, hein. J'entends, mais tu vois le truc là. Non, mais justement, tu vois, c'est marrant parce que tu dis ça, mais justement, on utilisait des MO5 en classe, alors qu'on avait déjà des trucs beaucoup plus... Voilà, quoi, des trucs plus puissants, même si aujourd'hui c'est ridicule, on avait déjà des trucs plus puissants que les MO5 à l'extérieur, quoi. Tout à fait. Non, mais puis surtout, le MO5, c'est pas quelque chose qui ouvre les portes d'autres choses. C'est pas parce que il y a des systèmes ils ont beau être obsolètes, ils fonctionnent de la même façon que le reste, c'est extrêmement standard, et donc si tu connais ça, tu connais le reste. Il y a des exemples dans tous les domaines de l'informatique, mais c'est pas, voilà. Bref, Et je t'ai interrompu en plein milieu et je t'ai fait faire une grosse parenthèse. Je suis navré, Pierre-Olivier, j'ai l'impression que je t'ai fait perdre le fil, excuse-moi. Non, c'est correct. Donc voilà, il y a ce problème de connaissance, et puis il y a ce problème aussi légal de laisser la transmission de preuves se faire dans des conditions qui sont absolument n'importe quoi. Et donc ça, c'est à chaque juridiction d'agir, mais tu sais, quand on transmet des preuves papier, là, il y a tout un process, c'est archivé, enfin, à un moment donné, il va falloir que les preuves numériques, il y ait un process aussi, que ce soit les fichiers RAW, donc ça veut dire qu'il doit y avoir des logiciels qui permettent de les extraire des systèmes qui ne gèrent pas les fichiers RAW, et c'est normal qu'il y en ait. Il n'y a pas que les smartphones, hein, il y a aussi d'autres systèmes qui peuvent être impliqués. Bref, les senseurs de voitures, d'ascenseurs aussi, de plein de choses. Bref, voilà, il faut un process là-dessus. Et puis le troisième et le dernier point que je ferai, c'est ces histoires d'amélioration de l'image ou de toute autre donnée. Est effectivement un problème. Le zoom, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Là, le Pixel 6 avec sa feature de tu peux effacer tout le monde de ta photo. C'est vrai. Ouais, tu peux enlever des poubelles, des trucs comme ça. Alors ça se voit pour un expert.
Enfin, quand on fait des procès pour des petits trucs, des trucs de diffamation, des machins, ou juste, j'ai un stalker, regardez, il était là. Ah non, moi j'ai une photo qui dit que j'étais pas là. Ou, tu vois, on n'a pas le temps de faire appel à des experts pour valider que, ok, effectivement, la photo a été retouchée ou quoi. Et ça pose un enjeu. Ça veut dire que la preuve numérique, qui est supposée être la plus fiable des preuves, aujourd'hui, elle devient de plus en plus comme un témoignage d'un témoin oculaire, qui est le pire truc, parce que on n'est pas toujours sûr de ce qu'on a vu. Est-ce que vraiment on peut reconnaître telle personne versus toutes les autres personnes sur Terre qui lui ressemblent énormément, etc. Bon, voilà, voilà. J'ai fini de gueuler. Non, mais c'était plutôt bienvenu. On se doit malgré tout aussi de relier, et c'était captivant en tout cas cette petite session. Je m'y attendais forcément, mais c'est confirmé, c'était passionnant. On se doit absolument de parler d'un sujet assez emblématique en ce moment sur l'ActuTech, sur ces derniers jours. On a un enjeu autour de Qualcomm et de Microsoft, Guillaume, pour les fonctionnements sur Windows, sur certaines versions de Windows. Il faut vraiment qu'on s'attarde sur le sujet, Guillaume, et que tu nous apportes toute la pédagogie nécessaire. Oui, le PC va transitionner vers l'architecture ARM. C'est inévitable, c'est Qualcomm qui le dit, et c'est scénario catastrophe c'est un scénario se faire dresser les petits cheveux de la nuque de Pat Gelsinger, forcément, puisque Qualcomm se prépare à ça depuis au moins un an. Il a acquis Nuvia pour 1,7 milliard. Nuvia se vantait de pouvoir pondre une architecture capable de dépasser à la fois Apple et Intel, et ça tombe bien, ça tombe super bien même, c'est exactement ce qu'aimerait faire Qualcomm. Donc 1,7 milliard et un bisou plus tard, les ingénieurs Nuvia bossent dur sur la prochaine puce qui devrait commencer à être en test pour la seconde partie de 2022, et peut-être venir titiller les poils des M2 velus l'année suivante, espérons. Il faudra pas mal de boulot quand même pour concurrencer la partie graphique de chez Apple. Mais bon, voilà. Nuvia est fondé justement par 3 ex-ingénieurs d'Apple, dont un qui d'ailleurs a été attaqué pour vol de propriété intellectuelle. La base des Nuvia donc sera très vraisemblablement très proche des puces A quelque chose et M quelque chose. Donc le PC est en transition, on va dire, c'est probable. Il y a donc cette histoire moi je l'ai vu comme une rumeur, cette histoire que Qualcomm avait l'exclusivité de Windows on ARM. Pierre Olivier nous en reparlera. Mais c'est pas le seul en fait à se mettre sur les rangs. Il y a Mediatek aussi qui considère que le PC, laptop, voire desktop est un marché d'avenir pour ARM, puisque Mediatek vous connaissez sans doute, ils sont abonnés à l'entrée milieu de gamme plutôt. Et d'ailleurs ça les énerve, parce que il y a pas de raison, voilà, nous aussi on peut faire des puces puissantes. D'ailleurs ils ont déjà une marque puissante qui s'appelle le Dimensity. Dimensity 1000, avouez que ça claque le Dimensity. Ou pas. Les Dimensity étaient bons, c'est vrai, mais d'ailleurs, mais pas aussi puissants que le haut de gamme de la concurrence, mais c'est pas grave, puisque cette année, ils ont dévoilé le Dimensity 9000, parce que ça claque plus que le Dimensity 1000. 9 fois plus. Et effectivement, on trouve dedans un Cortex X2, 3 Cortex A710, qui sont les successeurs des A78, 4 Cortex A510, qui sont les successeurs des A55, et donc ils sont tous dans la nouvelle architecture ARM9, donc on avait évoqué il y a quelques temps. Ils ont aussi ce qu'ils appellent eux un APU, donc c'est des cœurs pour l'inférence et l'intelligence artificielle. Ils ont une GPU Mali G710, donc en fait c'est une puce qui est quand même largement construite autour de l'offre standard de chez ARM, mais c'est vrai que les Cortex X sont effectivement destinés à entrer dans des ordinateurs portables, et pas dans des téléphones. Même si certains les mettent dans des téléphones, comme Google par exemple. Alors Mediatek se positionne clairement là-dessus, et il semble qu'ils seraient aussi d'ailleurs les premiers à utiliser le 4 nanomètres de chez TSMC. Donc le fait que Mediatek se positionne comme ça, d'ailleurs, c'est un indice peut-être effectivement, que l'exclusivité de Windows on ARM avec Qualcomm va toucher à sa fin prochainement. Enfin bon. En tous les cas, oui, le 4 nanomètres de chez Mediatek, de chez TSMC qu'utilisera Mediatek, ça sera quand même un avantage sur la concurrence, parce que avoir accès à un nouveau process avant tout le monde, évidemment, ça permet de jouir d'un bonus qui est quand même bienvenu. Apple en sait quelque chose, lui qui essaye de s'assurer la quasi-exclue des nouveaux process TSMC pour ses propres machines. Et évidemment, ça fait pas les affaires des autres, ni d'AMD en particulier, qui doit lutter pour avoir, avec des process plus anciens, et il en a marre, parce que voilà, il en a marre d'être l'éternel number 2 AMD, il était number 2 après Intel, maintenant il est number 2 après Apple, ça suffit. Il dit stop. En tout cas, selon le DigiTimes, il dit stop, puisque le DigiTimes aura des sources bien informées qui auraient laissé fuiter un partenariat avec Samsung.
Donc AMD qui se porte à merveille d'ailleurs aujourd'hui, mais qui se portera encore mieux demain, si on en croit IC Insight, qui leur donne une croissance de 65% l'an prochain. Donc AMD devient un véritable moteur du secteur en fait, et il se murmure qu'il deviendrait le premier client du 3 nanomètres de Samsung. Ce sera pas le seul, Qualcomm aussi d'ailleurs, parce que Qualcomm en fait comme AMD ils commencent à en avoir marre de la relation très privilégiée TSMC Apple, et ils veulent pouvoir donner le meilleur à leur puce chérie pour qu'elle puisse s'exprimer à leur plein potentiel et trouver leur destinée dans ce vaste et impitoyable monde des semi-conducteurs. Et si tout va bien, cette destinée se terminera dans votre poche en 2022, premier semestre pour Samsung, second semestre pour TSMC. Donc oui, le PC est en transition, en tout cas les PC Intel, quelque part. Est-ce que ça va devenir une espèce en voie de disparition ? C'est pas encore clair, mais il va y avoir probablement de plus en plus d'offres avec Windows on ARM, ça c'est quasi certain. Pierre-Olivier, je crois que t'as observé de près ce qui se passe justement autour de cette transition. Ouais, essentiellement, moi, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est cette nouvelle qui est sortie hier là, par XDA Developers, comme quoi Qualcomm aurait un contrat d'exclusivité avec Microsoft pour toute version de Windows sur ARM. Ça expliquerait pourquoi c'est si difficile d'installer Windows sur les nouveaux Mac. Ça expliquerait aussi pourquoi malgré quelques annonces de Mediatek, il y a toujours pas de machine relativement peu chère sur du Mediatek avec Windows installé dessus. Mais ceci dit, ce partenariat-là, il prendrait fin bientôt. Et je crois pas avoir vu passer la date. On doit s'en tenir à la déclaration de ce bientôt, mais ça serait cool en tout cas, ça serait une bonne nouvelle parce qu'en fait je suis même pas certain qu'un contrat comme ça c'est super légal, mais pour ça je laisse ça aux avocats de se décider là-dessus, mais le fait d'avoir plus de compétition sur le marché de Windows sur ARM, ça va quand même être vraiment une bonne chose parce que Qualcomm, quand ils sont en état de monopole, ils donnent pas vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est clair que même si personnellement j'adore le design et les choix de la Surface Pro X, le Pros il suit pas en fait, surtout comparé à ce qu'Apple vient de sortir. Et donc moi j'ai hâte que ça arrive parce que ARM je l'ai pas martelé sur ce podcast et puis j'aurais dû parce que comme ça j'aurais pu dire voyez je le dis depuis longtemps, mais ARM comme plateforme de computing à la maison, ça fait du sens depuis longtemps. D'ailleurs c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Historiquement, puisque la ARM c'est les Acorn RISC Machines qui étaient des machines, donc ça a été créé pour des machines de bureau, des machines pour la maison au début, effectivement. Des systèmes entre guillemets mobiles quand on compare au mainframe et compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, c'est vrai que ça a trouvé son expression dans les systèmes mobiles, mais vraiment embarqués, on va dire, plus tard. Mais bon, oui, c'est en fait ARM dans un PC, ce serait juste un retour finalement aux sources quelque part. Ce serait assez marrant. Un aboutissement. Oui, quelque part. Mais après, c'est effectivement comment dire, le deal va probablement prendre fin. Alors c'est vrai que cette exclusivité Qualcomm Windows, faut voir qu'ils ont probablement travaillé ensemble sur le système d'exploitation. Ils ont probablement travaillé ensemble depuis le début. Donc ça doit faire plusieurs années qu'ils travaillent ensemble. Alors, le fait qu'ils aient une exclusivité formelle ou pas, bon, c'est vrai que c'est discutable, mais c'est quand même intéressant de voir effectivement que s'il y avait vraiment exclusivité et qu'elle prend fin, non seulement il y a Qualcomm qui va se faire concurrencer par Mediatek, mais aussi concurrencer par Samsung, probablement, qui va probablement envoyer des trucs, peut-être par aussi les Chinois. Donc il pourrait effectivement, courant de l'année prochaine, carrément fleurir toute une nouvelle offre de machines en ARM. Évidemment, les Apple resteront les plus puissants pendant un bon moment,
Parce que si on regarde l'offre de Mediatek, c'est une offre qui sera plus puissante que le Qualcomm qu'il y a dans la Surface Pro X, mais qui sera pas aussi puissante que les Mac M1, loin de là. Donc et là, on aura quand même toute une gamme de puissance, et on va voir donc Qualcomm qui d'ailleurs renomme les Snapdragon. Enfin, il a teasé un renommage de sa ligne Snapdragon, peut-être aussi pour rendre un petit peu plus lisible sa gamme quelque part, et préparer aussi l'arrivée de toute une nouvelle gamme de processeurs qui seront aussi dans des ordinateurs portables, etc., etc. De toute façon, l'idée c'est que Mediatek sorte un truc cheap, et que ce cheap là il soit meilleur que ce que Qualcomm nous donne, pour que Qualcomm se sorte les doigts du Tout à pour fait. proposer un vrai haut de gamme et justifier son prix. Hein. C'est ça le plan. Hein, parce que je voulais pas dire que Mediatek allait faire quelque chose de puissant ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Mais Qualcomm prépare clairement le terrain pour une nouvelle gamme avec des nouveaux logos et des nouveaux processeurs qui seront par les ex de Nuvia là, et qui probablement seront assez compétitifs, même s'ils seront sans doute pas dans l'immédiat aussi bons que ceux d'Apple. Mais on va s'en rapprocher petit à petit. Hein. Une vraie transition. Est-ce que tu voulais conclure quelques points sur Windows 10, Guillaume ? Sur Windows 10, Windows 11, enfin Windows 10, oui. Windows 10, lui, continue de vivre peinard tranquillou, hein, puisque la mise à jour 21H2 est arrivée. Donc désormais, votre PC ne vous cassera plus les pieds pour une mise à jour majeure qu'une seule fois par an. Je pense que c'est un vrai soulagement, en fait. Si vous voulez mon avis. Et bon, il faut aussi bien que Windows 11 ait des trucs spéciaux pour lui, hein, pour justifier son existence. Alors, Microsoft a décidé que l'émulation 64 bits sur les portables ARM, donc dont on parlait, allait devenir exclusive à Windows 11. Donc voilà, ces beaux portables tout fins vont devoir upgrader très prochainement. Je sais pas s'il y a des restrictions sur les CPU ARM. Enfin bon, c'est pas comme si les restrictions étaient pas élastiques. Hein. Je rappelle que Microsoft vient de sortir des portables low cost qui s'appellent les Surface Laptop Go, qui ont 4 Go de mémoire et un Celeron N4120, qui sont donc des poubelles avec des claviers globalement, et qui ont, elles, droit à Windows 11. Bon, c'est un Windows 11 SE, d'accord, c'est une version un petit peu spécifique, mais bon, quand même, on s'arrange hein, pour mettre Windows 11 sur un PC ou pas. Merci beaucoup, Guillaume. On a fait un bon tour de l'actualité autour de cette affaire d'exclusivité. Ton PC de boulot, il est éligible à Windows 11, Pierre-Olivier il a un Bah c'est ça, je suis contraint de travailler avec un Mac, donc déjà. Mais zut. Il s'en plaint suffisamment. Ça va, enfin. Non, mais il pourrait y avoir d'autres. Non, j'ai pas de machine à la maison, et de toute façon, si je pouvais choisir librement ma machine, elle serait sous Linux. C'est vrai quand même que avec les gros efforts que Microsoft a fait avec WSL, ça pourrait être tentant d'avoir une machine by Microsoft à la maison. Dans ce cas-là, ça serait une Surface, mais ce jour-là n'est pas encore arrivé en tout cas. Petit à petit, ils vont arriver à convaincre le domicile de Pierre-Olivier. En attendant, on va conclure quand même cet épisode par quelques infos choisies autour du monde du jeu vidéo, à commencer par Nvidia, qui est décidément en super forme. Guillaume, ça ne se dément pas. Ben ouais, 7,1 milliards de chiffre d'affaires au troisième trimestre, 50% de plus que l'an dernier en moyenne. Tous les secteurs sont en hausse, hein, gaming plus 42%, data center plus 55%, automobile plus 8% malgré la crise, visualisation professionnelle plus 144%, ça va, donc la demande IA explose. Le gaming aussi, d'ailleurs Nvidia a même pris la peine de mentionner que les cartes RTX qu'ils ont vendues sont presque toutes avec limiteur de hash rate, pour handicaper donc le minage Ethereum principalement, prouvant selon lui la très grande majorité des cartes graphiques ont été fournies à des joueurs et pas à des mineurs. On va supposer que les mineurs n'arrivent pas à contourner les problèmes. En tout cas, pour stratosphérique qu'il soit, hein, ce trimestre n'est rien comparé à l'avenir, puisque Nvidia s'attend encore mieux pour le trimestre suivant. Et ensuite, d'ailleurs, on ne sait pas trop non plus quand même, parce que c'est qu'il a la volonté d'acquérir ARM, justement, hein, et donc de devenir une toute-puissance omniprésente et omnipotente dans le monde du semi-conducteur. Hein. Rien que ça. Et bon, évidemment, ça se heurte un petit peu tout ça à une inquiétude certaine de la part du gouvernement britannique, qui a enjoint l'autorité de la concurrence locale à mettre son nez dans ce deal à 40 milliards quand même. Les soucis sont toujours les mêmes, un souci potentiel de concurrence, puisque si Nvidia décide de pas être tout à fait neutre dans les choix de à qui licencier l'architecture ARM, ben c'est quand même n'oublions pas que c'est quand même l'architecture la plus utilisée au monde en volume 1 déjà. Donc avant même qu'elle déferle sur les PC. D'ailleurs, la FTC américaine s'en mêle aussi, pour les mêmes raisons essentiellement.
ainsi que l'Union Européenne d'ailleurs. Le deal n'est pas encore mort, cela dit, hein. Jensen y croit encore, ouais. Mais ça va, tout au moins, prendre plus de temps que prévu, ça c'est clair. Donc en attendant, il y a du nouveau quand même, dans l'immédiat pour les joueurs, hein, avec une double news super sampling. D'une part, le DLSS qui passe en version 2.3, avec une meilleure prise en charge des infos temporelles, une meilleure prise en compte des infos temporelles. Donc il y a une vidéo d'un mec avec une coiffure très bizarre qui explique très bien que le DLSS est une méthode spatio-temporelle, et donc il travaille à la fois sur ce qu'il y a dans l'image et ce qu'il y a entre les deux images, entre plusieurs images, et donc il travaille très fort en tirer le meilleur parti, hein, pour éliminer les artefacts qui subsistaient encore sur les images en mouvement. Les images en mouvement qui, reconnaissons-le, sont assez courantes, hein, dans les jeux vidéo. Et donc l'autre nouveauté, qui est un SCUD, avec écrit AMD dessus, probablement avec un cœur dessiné avec du rouge à lèvres, c'est le NIS, pour NVIDIA Image Scaler. NIS qui est pas du tout une nouveauté en fait, puisque c'est l'algo de base d'upscaling de NVIDIA, qui est présent sur toutes les cartes. C'est lui qu'il faut choisir, d'ailleurs, quand vous jouez dans une résolution inférieure à celle de votre écran, parce que en général, le rescaling qui est intégré aux écrans, il est très souvent complètement dégueulasse. Et donc ce NIS-là évolue. Et en fait, il devient un algorithme d'upsampling qui est du même niveau de qualité que le FSR de AMD. Parce que oui, NVIDIA, le DLSS, c'est cool, mais bon, moi par exemple, je peux pas en profiter sur ma GeForce. Alors que paradoxalement, je peux profiter du FSR d'AMD. L'avantage du FSR, c'est que c'est moins bon que le DLSS, c'est vrai, mais c'est quand même pas si mal que ça, et surtout c'est universel, et c'est beaucoup moins gourmand en ressources. Donc l'un dans l'autre, FSR, c'est une solution qui est plutôt équilibrée au niveau coût-avantage. Et donc NVIDIA, qu'est-ce qu'il fait ? Il a revisité son NIS, tout simplement, il l'a rendu aussi bon que le FSR, et il le rend aussi open source d'ailleurs, ce qui veut dire qu'on pourra utiliser du NIS sur une carte AMD, sur une carte Intel, et que ce truc-là peut s'appliquer à tous les jeux, via GeForce Experience ou via le GeForce Panel, peut s'appliquer à tous les jeux. Et ça vaut le coup. Si vous pouvez pas utiliser DLSS, FSR ou NIS sont des bons substituts, ça vaut le coup franchement de faire la mise à jour. Moi j'ai testé, c'est un upscaling de bonne qualité, vraiment. Donc ouais, ça peut faire la différence entre un jeu qui tourne pas très bien et un jeu qui est tout à fait jouable. On va parler maintenant des bas-fonds des jeux vidéo également, avec les sales histoires qui concernent Blizzard, avec en première ligne Bobby Kotick, Guillaume. Bon, on n'en finit plus de parler de Blizzard, hein, c'est de pire en pire, c'est pas possible. Après les multiples affaires de harcèlement, de sexisme, les multiples plaintes, il y a un long reportage du Wall Street Journal qui en remet une couche et qui mouille le PDG de la boîte, Bobby Kotick, jusqu'au cou, voilà. Donc on avait parlé du départ de Jen O'Neill d'ailleurs, hein, qui avait été bombardé en catastrophe co-lead de Blizzard, avec Mike Ibarra après le départ de Jalen Barak. Les nouvelles révélations remettent vraiment en perspective ce départ, hein, puisqu'il y a à peine un mois après qu'elle ait été désignée co-lead, elle se serait plainte de harcèlement sexuel, d'être payée moins que Ibarra. Un comble. Et elle dit « J'ai été marginalisée, discriminée et instrumentalisée ». Donc c'est plus clair, hein, que la lettre, que le bafouille qu'elle avait faite en partant, qui était quand même assez vague. Et en fait, non seulement Bobby aurait été parfaitement conscient de tout ça, mais il aurait perpétuellement tout minimisé et tout couvert. Donc on comprend mieux aussi d'ailleurs, hein, la réponse initiale de la direction au début du scandale cet été, hein, souvenez-vous. Kotick avait minimisé, puis ça n'était excusé, parce qu'il a vu que ça passait plus. Lui-même d'ailleurs, il est aussi accusé de comportement abusif, hein, sous le coup d'une enquête de la SEC, sur ce qu'il savait, ce qu'il a divulgué ou pas aux employeurs, aux investisseurs. Donc Kotick aurait par exemple étouffé une affaire de viol, il aurait harcelé une assistante en 2006, avec des menaces de mort. En 2007, il aurait sexuellement harcelé une hôtesse de l'air. Bon, le PDG serait plutôt à l'image de la boîte en fait. Et bon, la complicité de Kotick a provoqué, donc c'était un peu la goutte d'eau, ça a provoqué des manifestations, des pétitions qui le poussent vers la sortie. Plus de 1200 signatures à la pétition ont été récoltées au moment où j'ai regardé, il y en a peut-être plus maintenant. C'est vraiment beaucoup parce que c'est une pétition nominative. Quand tu la signes, tu mets ton nom et c'est potentiellement tu compromets ton avenir dans la boîte. Il y a quand même plus de 12% du personnel qui a évalué que ça valait le coup. Donc Activision Blizzard se défend, fustige une déformation de la réalité, mais c'est vrai que le nombre de témoignages devient quand même assez accablant à tel point que chez Sony, comme chez Microsoft, on commence publiquement à évoquer une gêne envers le studio, donc Jim Ryan, comme Phil Spencer, d'ailleurs, sont pas satisfaits, ils sont des gros partenaires. Donc c'est vraiment une pression en plus. D'un autre côté, Activision détient tellement de grosses licences que ça serait aussi compliqué pour Microsoft et Sony de couper les ponts totalement. Bon. Donc Phil se dit troublé, il dit réévaluer leur partenariat, donc on verra bien ce que ça veut dire, ce que ça va donner.
En attendant, c'est un petit peu toute ta jeunesse qui est salie, mon pauvre Guillaume. Il y a un petit peu la mienne aussi. Parce que moi, je suis moins wow que toi, mais enfin, c'est aussi Diablo, Starcraft. Ah oui, c'est surtout Starcraft, beaucoup Starcraft, Warcraft à son époque. Je me rappelle avoir passé des heures à évacuer le mot de dents que j'avais après mon opération des dents de sagesse, à avoir joué à Warcraft, mais voilà. Donc oui, c'est tout cet historique-là qui part en fumée, malheureusement, avec une larme. Un petit mot du côté de Microsoft qui semble se préoccuper d'un patrimoine que tu es le premier à défendre dans ta café, Guillaume, celui du jeu vidéo. Oui, on continue avec Phil Spencer. Phil Spencer, je le cite beaucoup, je trouve, cette fois. Oui, je trouve que tu cites beaucoup Phil Spencer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Instant dédicace. Ces derniers temps, avec les résultats, notamment du Game Pass. Mais oui, c'est vrai. Bon, allez, Philou, cet épisode, il est pour toi. Voilà, c'est cadeau. Allez. Philou, donc, se dit préoccupé par la préservation du patrimoine vidéoludique. Mon Dieu, donc c'est un homme de qualité, quand même, faut le dire. Donc il dit qu'on apprend de l'histoire d'un art ou d'un média, que ce soit la musique, les films, la TV, alors pourquoi pas les jeux vidéo? Et oui, je vous le demande. Donc pour préserver cette histoire, il espère que l'industrie ira vers un modèle d'émulation systématique des anciennes plateformes, une émulation légale et aussi exhaustive que possible des jeux du passé sur les plateformes du présent. Donc il faut travailler autant sur la technique que sur les droits d'auteur. Il veut un futur où un jeu acheté en 2015 continue d'être jouable en 2100 de manière transparente via émulation. Comme sur Xbox par exemple, parce que je t'ai vu mon petit filou, et oui, je le vois. Sur Xbox Series, on peut jouer à des tétrachiers de jeux, qui soient Xbox One, 360, voire Xbox tout court. Il y a d'ailleurs 70 jeux qui viennent en plus d'être rajoutés à la liste. Mais bon, il a raison, évidemment, puisque l'émulation, c'est la seule solution pour la préservation à long terme, puisque tôt ou tard, toutes les machines tomberont en panne. Tous les supports, ça sauront d'être lisibles, les cartouches, les disques, c'est pas fait pour durer des siècles. Mais l'information, elle peut voyager dans le temps, éternellement, de support en support. Les émulateurs peuvent être réécrits, au pire, dans le langage du moment et recompilés. Voilà. Le seul vrai problème, finalement, c'est vrai que c'est la disponibilité des données. Et puis pour conclure sur les jeux vidéo et prolonger un petit peu cet échange sur la conservation du patrimoine, on peut reparler un petit peu de GTA dont on avait parlé un petit peu la semaine dernière dans la rubrique jeux vidéo qui ressortait dans sa version d'anthologie, j'allais dire, mais qui était la cible de nombreuses critiques. Alors je dois confesser, avant de te laisser nous donner les dernières actualités sur le sujet, Guillaume, que j'ai eu un plaisir coupable ces derniers jours et il m'est arrivé à plusieurs reprises en plus de regarder des vidéos de compilation de bugs de GTA et de beaucoup rigoler. Si vous avez un petit moment de déprime, je vous recommande d'aller regarder ça. Ça fait toujours sourire. Ça fait rire jaune quelque part quand on sait tout ce qu'il y a derrière, mais ça fait quand même rire. Et Rockstar, et désolé Guillaume. Oui, écoute, voilà, la compilation, la trilogie Definitive Edition, voilà, c'est définitif. C'est la plus belle, c'est le plus grosse planta depuis longtemps quand même de Rockstar, j'ai l'impression, puisqu'effectivement ils disent eux-mêmes que le truc n'est pas au niveau de qualité qu'ils attendaient, et que les fans attendaient, c'est peu de le dire, je crois, et donc il y a déjà des patchs qui vont arriver pour corriger les plus gros bugs, et il y en aura probablement beaucoup d'autres, parce qu'il y a quand même du boulot. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que corriger cette trilogie Definitive Edition, c'est vrai que c'est aussi se priver de grosses barres de rire, il faut bien l'avouer, mais enfin bon, voilà. C'est vrai. Donc, les vidéos sont là pure durée. Oui, c'est vrai. Donc bon, ils vont donc essayer de corriger ça. D'ailleurs, ils donnent carrément les versions originales à ceux qui ont acheté la Definitive Edition, donc les versions originales seront gratuites. Et bon, c'est assez, je trouve que c'est quand même assez marrant cette histoire, parce que en fait, des versions remasterisées de GTA 4 et GTA 3, il y en avait déjà. Et il y en avait déjà des non officiels. Parce qu'en fait, GTA 4 et GTA 3, comme souvent les jeux très très populaires, ils ont subi du reverse engineering. Donc ça veut dire qu'en gros, les gens ont réécrit un moteur de jeu sur les plateformes modernes pour jouer à ces jeux-là. Et bien entendu, ça permettait de jouer au jeu dans de meilleures conditions, avec des meilleures résolutions, des meilleures textures, des meilleures ombres, etc., et des shaders, ce que vous voulez. Et en fait, c'était déjà globalement des remasterisations qui étaient évidemment plus fidèles à l'original, beaucoup plus fidèles à l'original que ce que nous a filé Rockstar, quoi. Et le plus rigolo, c'est que ces gens qui ont fait donc ce travail incroyable de refaire des moteurs de jeu pour GTA, ils ont été attaqués par Take-Two. Ils ont été attaqués par l'éditeur. Ils ont voulu les virer. Et donc déjà, c'est pas très sympathique, mais ils disent que le reverse engineering est interdit. Sauf que ce qui est la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, les modeurs qui ont créé ces trucs-là contre-attaquent
ils contre-attaquent en procès. Donc ils accusent donc l'éditeur en disant que leur usage est un fair use. Rentre dans le cadre du fair use et que donc ils ont le droit de recréer un moteur de jeu pour les GTA. Et donc ils contre-attaquent de la même manière, ils contre-attaquent en justice. Donc je trouve ça assez marrant. Évidemment, j'espère qu'ils gagneront, mais ça on verra bien. Mais donc voilà, donc je suppose qu'effectivement Rockstar, au lieu d'attaquer les modeurs, pourra peut-être les engager, ils auraient peut-être moins de problèmes quand ils font des remasterisations de jeux. Et en plus, ça leur coûterait peut-être beaucoup moins cher, j'imagine. J'en sais rien, mais il y aura peut-être des économies à prévoir là-dessus, en tout cas. Pierre-Olivier, j'ai volontairement fait en sorte de ne pas t'interpeller pendant cette rubrique jeux vidéo. Évidemment, sens-toi libre de réagir si tu le souhaites à tout ou partie de ces éléments. Mais peut-être n'as-tu pas eu beaucoup le temps de jouer aux jeux vidéo. Les plus attentifs d'entre vous qui ont écouté l'épisode auront peut-être entendu un environnement sonore qui leur aura permis d'identifier peut-être pourquoi. Mais est-ce que tu joues toujours, c'est ma question rituelle, à Stadia? Toujours quand tu as un petit peu de temps. Non, depuis la dernière fois que tu m'as posé la question, j'ai pas eu l'occasion de lancer de lancer Stadia, à part juste pour claim les jeux gratuits du mois là. Très bien. Et j'ai, de mon côté, repris un abonnement à Shadow maintenant que j'avais stabilisé ma connexion. Je reteste ça. Le gros avantage, quand même, au lieu de vous équiper d'un PC gamer, c'est que finalement, vous pouvez faire un test d'un mois de PC gamer pendant 30 jours. Et puis, pourquoi pas, vous pouvez le résilier dans la foulée. J'avoue que la stabilité est désormais assez excellente. Si tu avais cette expérience avec Stadia, ça devait être assez dingue. Je vous dirais peut-être dans le temps si j'ai d'autres retours. Tu sais que GeForce Now commence à coloniser de nouveaux marchés. Ils vont être disponibles sur les télés LG bientôt, directement. Donc il suffira tu brancheras probablement un truc en USB ou je sais pas, ou en Bluetooth, et tu pourras directement jouer à des jeux sur les télés sans rien installer. Bon, même d'ailleurs avec une application finalement sans dispositif technique, je pense que ça doit pouvoir se faire. Mais c'en est bluffant. Je pense que effectivement un gamer aguerri qui a l'habitude de gérer son flux d'images pour être le plus réactif possible en compétition, il verra peut-être des limites. Mais je t'avoue que moi, en tout cas, en expérience utilisateur joueur lambda, c'est très convaincant. Et donc c'est assez rigolo. Il n'y a pas d'artefact quand même de compression. Eh ben j'en ai pas constaté quand j'ai des bonnes connexions. Sur Stadia, j'ai testé une fois l'accès. Sur Stadia, j'en avais vu. Clairement, j'en avais vu et ça en était même limite difficilement jouable parce qu'il y avait carrément des ralentissements. Là, j'en ai pas constaté, mais j'ai pas encore approfondi mes tests, donc je vous dirai dans les détails si c'est le cas. Merci beaucoup d'abord à toi, Pierre-Olivier, de nous avoir accompagnés pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut tout simplement te retrouver si on veut interagir avec toi? Et bien sûr, le Discord de Tech Café, c'est le meilleur moyen pour me rejoindre. Merci Pierre-Olivier de nous avoir accompagnés. Guillaume, est-ce que enfin pour cet épisode, en la présence de Pierre-Olivier, tu vas pouvoir nous dire où on peut te retrouver sur Internet? Mais écoute, peut-être sur une blockchain en NFT, mais certainement pas sur Ethereum. D'accord, une autre, mais vous avez peut-être la blockchain. Mais j'ai pas encore réussi à choisir, c'est ça le problème aussi, c'est compliqué. Mais tu nous le diras quand tu auras choisi ta bonne blockchain définitive où tu créeras ta maison numérique avec le NFT, le titre de propriété qui ira bien. Je suis Guillaume Vendée, j'en profite pour vous faire un petit clin d'œil parce qu'on parlait de jeux vidéo et de plateformes et j'ai voulu commencer à tester des diffusions sur Twitch. Alors j'ai été un petit peu embarqué par Matt alias Prof du Web sur mon autre podcast sur le développement personnel, l'amélioration du quotidien. Donc le podcast il s'appelle Relife. On enregistre une fois par mois sur Twitch le dimanche soir et j'ai décidé de tester là pendant les semaines à venir de me faire des petits créneaux de diffusion en live moi-même sur Twitch à 21h juste pour m'amuser. Donc si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner sur twitch.tv/Guillaume Vendée. Je serai évidemment ravi de vous accueillir. En attendant, c'est guillaumevendée.fr pour retrouver tous les liens vers les différentes prises de parole que je peux avoir et bien entendu, n'oubliez pas que vous pouvez retirer la pub du podcast et profiter du chapitrage des épisodes avec le flux privé dispo sur Patreon, patreon.com/TechCafé. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Bye.
exemple finalement quelque part de concurrence qui favorise au final les outils qui sont mis à disposition des utilisateurs, je pense. Et on parlait d'ARM, donc Nvidia qui souhaite acquérir ARM, mais ça sent le sapin, Guillaume. Oui, ben je n'ai parlé. Oh pardon, je voulais pas rebondir dessus. Alors on va plutôt on va parler malheureusement des bas-fonds des jeux vidéo également, avec les sales histoires qui tournent autour de Blizzard, en première ligne de la désignation Bobby Kotick, Guillaume. Oui. Non mais t'as été eu parce que j'ai inversé le truc par rapport au conducteur. Oui, complètement. Puis je regardais autre chose en même temps, donc voilà. Puis après, il faut pas regarder du porno pendant l'enregistrement. Ça, c'est mal. Oui, ça, c'est, peut-être.